Dans ce bâtiment, les policiers de la brigade des stupes de Limoges s'apprêtent à lancer un véritable coup de filet. C'est bon, vas-y, viens là. Bonjour monsieur, c'est la police, vous venez avec moi? Allez. Parce que s'il y a quelqu'un d'autre dans l'appartement? C'est quoi quand tu touches un peu? Brigade des stupes, tu vas venir avec nous. L'homme a l'air un peu assommé et ne pose aucune résistance. On est passé où avant de venir te voir? Allez, réfléchis, c'est pas loin. Chez? Chez mon voisin. Ah bah oui, chez ton voisin. T'es pas la pièce maîtresse du puzzle, hein. En route, je vais la nourrice, on est d'accord, hein. C'est aussi simple que ça. Mais 2 étages plus bas, chez le voisin justement, les choses se compliquent pour les enquêteurs. Donc là, le chien a marqué. Il a enlevé le coussin là? D'accord. Bon, tant que j'ai pas pris mon subutex, je trouve un bordel, je reste là. Mon subutex, je... Écoutez-moi. Je l'ai pas pris ce matin, vous me donnez. Allez, attache-moi si tu veux, je m'en fous. Eh ben ouais, Monsieur. Rien à foutre. Voilà, vous quoi. Ça se passait bien, garçon. Eh ben ça se passe toujours bien. On va être obligé de vous menotter, c'est tout ce qui va se passer. 2 hommes qui feraient partie d'un réseau de trafiquants qui porteraient sur plusieurs kilos de et cela fait plusieurs semaines que les policiers leur courent après. Objectif présent sur les lieux. Des heures de planque, sans être sûr du résultat. Et un outil majeur pour démasquer les dealers, les écoutes téléphoniques. Je suis sûr que je te ramène pour toi. Tu le prends, tu fais ça ou pas? Eh ben, je l'ai pas encore entamé, je t'ai On va entamer les chaussures, le coup. C'est vraiment probant, quoi. Il ne peut pas y avoir d'équivoque sur le fait qu'on est en train de parler de produits stupéfiants. Mais comment accumuler les preuves de ce trafic? Ok, on y va? Allez. Des opérations coup de poing à haut risque. Faut que tu prennes des gants et des machins parce que ça serait bien qu'on touche pas le produit avec les doigts. Avec face à la police, des gros bonnets qui nient l'évidence. Quand tu t'es fait arrêter, on a trouvé 3 kg 0,24 de résine. Une enquête qui va durer 6 mois, au cœur de la France profonde du deal. Et derrière le les policiers vont découvrir qu'il est parfois question de drogue plus dure, comme la Des chiffres qui donnent le vertige. Plus de 13 millions de Français ont goûté au cannabis. 1 jeune sur 2 a déjà fumé un joint. La France est même devenue championne d'Europe en matière de consommation. Un phénomène qui touche de plus en plus de monde et qui s'est considérablement banalisé ces dernières années. Des dealers qui, après les cités et les grandes métropoles, s'attaquent aux villes moyennes. Comme à Limoges, dans le département de la Haute-Vienne, une ville de 140 000 habitants sur la route du le qui remonte via des go-fast depuis le Maghreb jusqu'à la capitale. Ici, la brigade des stupes est en alerte pour juguler ce fléau qui frappe cette ville tranquille et les villages aux alentours. Stéphane, Jean-Claude et Christophe, un groupe d'enquêteurs spécialisés qui traquent ces nouveaux revendeurs de drogue. Comment la police réussit-elle à les arrêter? Comment démanteler ces réseaux? C'est ce que nous avons voulu savoir. On ne le sait pas toujours, mais les affaires de stupéfiants démarrent souvent sur une dénonciation. Et c'est justement ce qui s'est passé il y a quelques jours à la brigade des stupes de Limoges. À la suite d'un appel anonyme, Stéphane, 46 ans, et 20 ans de maison derrière lui, a reçu des informations qui accusent un homme de la région d'être un trafiquant de des éléments qu'il a déjà consignés dans un procès verbal. Donc là, on fait des vérifications par rapport à un renseignement anonyme qui nous est parvenu au service. C'est une personne qui nous a appelé pour nous signaler que monsieur qui habiterait à c'est une petite commune dans la Haute-Vienne, à la campagne, se livrerait à du trafic de stupéfiants. Et il serait également en cause un certain dénommé... Et voilà précisément ce qu'a dit cet informateur anonyme. Un certain monsieur X, âgé d'environ 40 ans, habitant un village, revendrait de la résine et de l'herbe de depuis de nombreuses années.
Il fournit même un numéro de téléphone. Pour son trafic, Monsieur X utiliserait le numéro de téléphone suivant. Et ce n'est pas tout, l'informateur va jusqu'à donner le prénom d'un des complices du dealer supposé. Un prénommé Mathieu, demeurant à Limoges. Un appel anonyme comme celui-ci, avec des détails aussi précis, c'est suffisamment rare pour que les policiers s'y intéressent d'un peu plus près. Alors, dans le bureau d'à côté, Jean-Claude, un collègue de la brigade, va se mettre à creuser cette piste. À 54 ans, cet enquêteur travaille sur des affaires de stupes depuis une dizaine d'années. Il a donc l'habitude. Et son premier réflexe ce matin va être d'écumer les fichiers de la police pour savoir s'il y a vraiment matière à démarrer une enquête. Je vais procéder à une recherche, moi, sur les fichiers de la police nationale, en particulier sur le traitement des antécédents judiciaires. On va voir si cette personne n'est pas connue de nos fichiers. Le TAJ, un fichier qui répertorie tous les auteurs d'infractions avec leur pédigré. En entrant simplement l'identité donnée par l'informateur, Jean-Claude voudrait en savoir plus sur cet individu. Car en matière de stupéfiants, ce nom ne lui dit rien. Menaces contre les personnes, des violences, bon, c'est des antécédents qui sont assez vieux. Il n'est pas connu pour stupéfiants, mais on a des personnes qui sont mêlées à nos trafics et qui ne sont pas toujours connues des stupéfiants. Hein. À première vue, rien pour corroborer la dénonciation au téléphone. Mais une adresse va retenir l'attention de Jean-Claude. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est la commune, c'est le chef-lieu de canton de la commune ou de l'adresse qu'on a par rapport à cette personne. Alors voilà, ça c'est intéressant. On peut dire que c'est une correspondance. Ce revendeur supposé de commence à attiser la curiosité des enquêteurs. Le suspect serait donc au cœur d'un trafic de stupéfiants. Grâce à l'informateur, les enquêteurs disposent désormais d'un numéro de téléphone et d'une adresse, située dans un petit village de la Haute-Vienne. Et ils ont appris qu'ils feraient des affaires avec un certain Mathieu. Mais impossible pour l'instant de mettre un visage sur cet homme, car sa photo ne figure pas dans les dossiers de police. Alors les enquêteurs vont faire appel à d'autres sources, parfois très bien informées. Des banques de données d'un nouveau genre, accessibles à tout le monde, que les délinquants alimentent, sans s'en rendre compte, les réseaux sociaux. Tiens, regarde Jean-Claude. Donc je suis sur le Facebook de... Il est allé s'isoler là parce que le village de s'est perdu en campagne. Sur son profil, l'homme a mentionné son adresse. Et il s'agit bien du même village que celui indiqué lors de l'appel anonyme. Les policiers en sont désormais sûrs, cet homme serait leur suspect. Mais ce n'est pas la seule information importante révélée par ce site, car on y trouve aussi plein de photos récentes de l'individu qui les intéresse. C'est des choses qui n'apparaissent pas dans nos fichiers, les renseignements n'apparaissent pas dans nos fichiers. Là c'est intéressant, on se rend compte qu'il a des photos, donc ça nous permet de découvrir un peu son cadre de vie. Un cadre de vie plutôt tranquille, où l'homme, dénoncé comme dealer, s'adonne tout sourire à une passion, la chasse, qu'il pratiquerait depuis de nombreuses années avec ses amis. Des photos qui permettent désormais aux enquêteurs de mettre un visage sur ce revendeur présumé installé à la campagne. Mais toujours rien qui prouverait d'une quelconque manière qu'il puisse être au cœur d'un trafic de stupéfiants. Il a pas mal de chiens. Alors, se pourrait-il que dans ces déclarations, l'informateur ait donné de fausses indications aux policiers? Pourrait-il s'agir d'une simple calomnie sans fondement? Pour le savoir, les enquêteurs vont devoir se rendre sur place et observer les abords du domicile de leur suspect. Un chasseur sympathique en apparence, mais qui pourrait être en réalité un trafiquant de drogue. Le lendemain matin, au commissariat de Limoges, Stéphane a toujours en tête l'appel anonyme qu'il a reçu. Si pour l'instant ses premières recherches n'ont rien donné de probant, il espère que la planque qu'il a organisée au domicile du suspect lui permettra d'en apprendre un peu plus.
Allez. On y va? Ouais. Accompagné d'un de ses collègues, il doit se rendre dans un petit village à 30 minutes de route de Limoges. On va voir la personne qui nous a été signalée. On va voir un peu comment c'est fait chez lui, les alentours, voir où on pourrait surveiller pour justement voir un peu les allées-venues de cette personne et s'il y a du monde qui passe chez lui, ce qui pourrait après étayer le fait qu'éventuellement il y a un trafic qui pourrait se faire chez lui, quoi. Pour le savoir, les policiers vont devoir être le plus discrets possible pour ne pas éveiller les soupçons de leur homme. Voilà, nous y voilà. C'est la maison en fait qu'on a en face de nous. Cette maison, avec la voiture bleue garée devant, serait celle du suspect. Un domicile au volet blanc, encore fermé à cette heure. Une maison banale, mais qui va vite poser problème aux enquêteurs. Car son emplacement présente de nombreux désavantages pour la surveillance qu'il voulait organiser. Les ruelles, là, on passe à peine à 2 voitures. Impossible de trouver un endroit pour stationner sans être repéré. Alors, après plusieurs minutes à tourner dans les rues, les enquêteurs décident de s'éloigner un peu en espérant trouver un point de surveillance plus en hauteur. On voit bien que c'est enclavé. Là, on ressort, mais il n'y a aucun moyen de surveiller. Et donc, même si on voulait surveiller par-dessus, c'est pas possible parce que c'est caché par une grange qui est en surplomb. Rien à faire, la maison du suspect n'offre aucun angle de vue aux policiers. À croire qu'elle a été choisie exprès pour cela. Mais oui, il a bien choisi sa maison, il est tranquille. Face à ce constat, les policiers ne peuvent que rebrousser chemin. Pour tenter d'en savoir plus sur leur supposé dealer, ils vont devoir opter pour une autre stratégie. De retour au commissariat, l'équipe des stupes se réunit pour faire le point. Dans le village, ils ont préféré jouer la prudence. Mais ils vont vite avoir une autre idée en tête pour rebondir. On n'était pas loin de la source, mais bon, pour pas se faire griller, on a tout abandonné, quoi. C'était mieux. Puisque l'adresse du suspect ne permet pas d'avancer, les enquêteurs vont exploiter le deuxième élément dont ils disposent, son numéro de téléphone. Car souvenez-vous, lors de son appel, l'informateur anonyme avait indiqué aux policiers le numéro de téléphone de ce revendeur présumé. Stéphane a donc décidé d'utiliser les grands moyens, car s'ils ont vraiment affaire à un trafiquant de stupéfiants, pas question de le laisser filer. Alors, par réquisition, il va obliger l'opérateur à lui fournir les fadettes du suspect, c'est-à-dire les factures détaillées de sa ligne téléphonique. Des documents qui vont permettre aux enquêteurs d'étayer l'hypothèse d'un trafic et surtout de découvrir peu à peu l'existence d'un réseau de grande ampleur. Une semaine plus tard, au commissariat de Limoges. Après quelques jours d'attente, Stéphane possède enfin les fadettes sur la ligne téléphonique du dealer présumé. Et ce qui va attirer son attention, c'est que cet homme semble passer sa vie au téléphone. Sur 3 mois, on est à 10 000 appels. Plus de 100 appels par jour en moyenne, cela pourrait correspondre au profil d'un dealer qui serait en affaire avec fournisseurs et clients. Alors Stéphane va fouiller davantage. En quelques minutes, il parvient à isoler les appels les plus fréquents. Et une fois qu'il a connaissance des titulaires des lignes concernées, grâce aux opérateurs, il va tomber sur une information capitale. Parmi les gens que le suspect appelle beaucoup, il y a les proches bien sûr, mais il y a aussi un autre interlocuteur qui intrigue l'enquêteur. On a fait des tris par rapport au nombre d'appels les plus importants. Les premières positions, c'est le fils et la mère et on trouve derrière. Un individu qui porte le même prénom que celui dénoncé par l'informateur, le fameux Mathieu avec qui le suspect ferait affaire.
Cette fois-ci, les policiers ont une identité complète. Donc c'est intéressant pour nous parce que ça nous permet de mettre un nom sur le prénom qu'on avait dans le renseignement de départ et de voir que ces deux là et puis sont régulièrement en contact. Et la raison pour laquelle ils pensent être sur la bonne piste, c'est que ce monsieur leur dit quelque chose. Alors en quelques clics, Jean-Claude va vérifier cette identité dans ses fichiers. C'est quelqu'un qu'on connaît très bien puisque on l'a arrêté en avril pour justement du trafic de stupéfiants. Et il semblerait que ce soit lui qui soit en relation avec eux. Pour les enquêteurs, ce trafiquant notoire correspondrait bien au complice supposé du suspect, mentionné lors de la dénonciation au téléphone. Un seul et même Mathieu, un nouveau visage dans cette affaire. Mais quel est le rôle de chacun et quelle serait l'ampleur de ce trafic? Donc si c'est la même personne qui poursuit le trafic dans lequel on a les nouvelles informations, oui, c'est quelqu'un qui doit être bien impliqué. Et je pense qu'on doit avoir un réseau derrière qui doit être conséquent. Donc oui, ça va faire une belle affaire. Dans la tête des enquêteurs, une ébauche de scénario se dessine. Alors, sur autorisation du parquet, ils décident de placer les deux hommes sur écoute pour préciser les choses, en espérant découvrir la nature exacte de leur relation. Des écoutes téléphoniques qui sont souvent la seule arme des policiers dans ce type d'enquête. Pendant plusieurs jours, toute la brigade des stupes va se mobiliser sur cette affaire. Les conversations entre le suspect et Mathieu, son complice supposé, sont enregistrées 24 heures sur 24. Les policiers sont concentrés. Tout est scruté minutieusement à la recherche du moindre indice. Jusqu'au contenu des SMS émis et reçus par ces deux numéros. On n'a rien de vraiment très probant. Hein. Tu l'appelles ces mecs, bon, des fois ça parle un peu de pognon, mais c'est pas top. Hein. Rien de probant. Mais une chose est sûre, les enquêteurs reconnaissent la voix du trafiquant qu'ils connaissent bien. Mais rien ne filtre dans les appels. Il semblerait que les deux hommes soient sur leur garde. Les enquêteurs le savent, il ne faut pas être pressé dans ce genre d'affaires. Ils doivent rester à l'affût du moindre faux pas. Il y en a toujours un qui va se lâcher. De toute façon, ça... Donc, faut attendre l'engueulade. C'est ouais. toujours dans les engueulades que ça change. Il faut attendre le différend d'argent, et avec une engueulade, et là, ça se lâche au téléphone après. Mais ça va venir. Il faut être confiant et être patient. Et vous allez voir que par chance, un coup de main inattendu va permettre à l'enquête de faire un pas de géant. Deux jours plus tard, dans les bureaux de la brigade des stupes, le dénonciateur refait parler de lui. Jean-Claude vient d'être informé. Il y a quelques minutes, l'interlocuteur anonyme a appelé le commissariat avec de nouveaux éléments. On vient d'avoir un complément d'information par notre informateur, comme quoi on aurait une personne qui garderait le produit stupéfiant dans l'immeuble et qui serait un de ses voisins. L'informateur en saurait plus désormais sur le fameux Mathieu. Et voilà ce qu'il a expliqué aux policiers. Un homme, dont le nom n'a pas été communiqué, servirait de nourrice à Mathieu et habiterait 2 étages plus haut. Nourrice, dans le jargon, cela veut dire qu'il garderait la drogue chez lui pour permettre aux dealers de réduire les risques en cas d'arrestation. Le réseau de trafiquants semble s'étoffer. Pour les enquêteurs, c'est une véritable aubaine, car si cette information est juste, l'hypothèse d'un trafic de stupéfiants se précise. Et dans ce cas, l'homme au cœur du réseau ne serait pas leur suspect initial, mais ce fameux Mathieu, déjà connu pour des faits similaires. Désormais, les enquêteurs vont focaliser leurs recherches sur ce dealer réputé, car s'il a une nourrice, cela veut dire qu'il revendrait de grosses quantités de Alors, Jean-Claude va chercher à identifier cette nourrice supposée en regardant toutes les interventions de police répertoriées dans son immeuble.
Faire une recherche sur la main courante pour avoir sur le domicile de notre objectif, si on n'a pas une personne dans l'immeuble éventuellement qui aurait des antécédents de stupéfiants. Et au bout de quelques minutes, le policier semble avoir déniché quelque chose d'intéressant. En décembre 2012, c'est un trafiquant qu'on a déjà interpellé il y a quelque temps. Donc lui, il est domicilié rue de... Voilà qu'on a un profil. Alors ça, c'est intéressant. Et ça peut être une piste. C'est un voisin. Ça pourrait être la nourrice. C'est une éventualité. Un homme dont les policiers connaissent le visage, puisqu'il a déjà été entendu par la brigade des stupes. Ils ont donc consigné sa photo dans leur fichier. Il s'agit peut-être d'une coïncidence, mais pour Jean-Claude, il faut creuser. Les policiers vont devoir se pencher à nouveau sur les seuls éléments à leur disposition, les écoutes. Et dans les jours qui viennent, elles vont peu à peu amener des indices essentiels pour faire avancer l'enquête. Dès le lendemain, les enquêteurs des stupes s'intéressent de près à la ligne téléphonique du fameux Mathieu, pour savoir s'il est bien en lien avec cette nourrice supposée. Un homme dont ils ont aussi le numéro de téléphone dans leur dossier, puisqu'il a déjà été interpellé. Et très vite, les policiers vont s'apercevoir que ces deux individus se contactent régulièrement. Passe à 20 h, je peux pas avant. T'es là dans longtemps? On part, j'arrive. Des messages qui mettent la puce à l'oreille de Jean-Claude et de son collègue Christophe. Les éléments ils sont très intéressants parce qu'ils corroborent les renseignements que nous a donné l'informateur, donc qui confirme que bien la nourrice. Donc ce qu'on supposait maintenant est avéré. Donc pour l'enquête, c'est positif. Donc la piste était bonne. On a fait les vérifs là-dessus. Ouais, on a bien fait d'insister un peu. Ouais. Pour les enquêteurs, les choses se précisent. Il y aurait bien un trafic en cours et assez organisé. Avec un petit revendeur, un dealer et une nourrice, dont le visage est déjà bien connu des policiers. Mais pour l'instant, toujours aucune conversation explicite entre ces individus pour le prouver. Sauf que Michel, le chef des stupes, vient de faire une belle trouvaille en écoutant la ligne téléphonique de leur suspect qui vit à la campagne. Il a appelé un gars pour lui dire qu'il avait un demi-lièvre et que s'il voulait, il pouvait passer lui donner. T'es au travail là? Non, c'est chez moi. J'ai tué un lièvre et là je suis sur Limoges et je voulais te filer un morceau pour cuisiner pour toi quoi. Donc toi je peux pas le sanglier, je peux pas filer le sanglier à un rebeu, tu vois. Alors je vais lui filer un bout de lièvre. Il va pas dire j'ai, je sais pas moi, une demi-plaquette de 100 grammes de ou un demi-kilo. Donc il faut qu'il trouve un code. Et lui, comme il est chasseur, et que ses copains savent qu'il est chasseur, eh bien, il parle d'un demi-lièvre ou d'une cuisse de chevreuil. Pour les policiers, pas de doute. Cette conversation sur du gibier est une embrouille. Et elle confirmerait que leur suspect initial revendrait bien du à des clients. Un nouveau trafiquant dans le paysage local du deal, inconnu de la brigade des stupes jusqu'ici. Donc, l'homme dénoncé au départ par un appel anonyme serait bien un revendeur de et il s'approvisionnerait chez Mathieu, le dealer présumé, qui lui-même cacherait sa marchandise chez un voisin, une nourrice 2 étages plus haut dans le même immeuble. Les pièces du puzzle s'assemblent peu à peu, à force de persévérance. Et le soir même, c'est un échange de SMS qui va enfin fournir aux enquêteurs une piste sérieuse pour tenter de coincer leur suspect. Le revendeur et le dealer présumé auraient prévu de se rencontrer. Une discussion a priori sans intérêt, mais pas pour Jean-Claude, qui voit dans ces quelques mots le signe d'une transaction potentielle. Ça va et toi? Je suis au taf, qui lui dit. Ok, moi ça va, t'inquiète, c'était pour prendre des nouvelles. Et là, lui dit, c'est gentil, je passe peut-être demain. Il n'y a malheureusement pas d'horaire précis. Mais derrière ce simple rendez-vous, les policiers comprennent que peut-être leur suspect revendeur viendrait voir Mathieu
le dealer présumé, pour se fournir en produits stupéfiants et pouvoir alimenter ses clients. Ils espèrent donc saisir cette occasion pour l'interpeller en flagrant délit après la transaction. On aimerait bien l'attraper la main dans le sac, comme on dit. En sortant de chez avec le produit acheté, voilà. Ça permettrait d'établir qu'il y a effectivement un lien direct entre les deux personnes, que c'est pour le stupéfiant. On ne peut pas se permettre de ne pas y aller de toute façon. Car si l'homme est effectivement revendeur et pas simple consommateur, les enquêteurs pourraient faire une grosse prise. Ils doivent à tout prix monter une surveillance. On parle demain matin avec les collègues, de manière à bien se caler sur qui va faire quoi, et puis attendre le passage de... Et à ce moment-là, à sa sortie, on fera le nécessaire. On aimerait bien l'attraper la main dans le sac, comme on dit. En sortant de chez avec le produit acheté, voilà. Ça permettrait d'établir qu'il y a effectivement un lien direct entre les deux personnes, que c'est pour le stupéfiant. On ne peut pas se permettre de ne pas y aller de toute façon. Car si l'homme est effectivement revendeur et pas simple consommateur, les enquêteurs pourraient faire une grosse prise. Ils doivent à tout prix monter une surveillance. On parle demain matin avec les collègues, de manière à bien se caler sur qui va faire quoi, et puis attendre le passage de... Et à ce moment-là, à sa sortie, on fera le nécessaire. Une opération qui est en fait un véritable coup de poker pour les policiers. Le suspect revendeur va-t-il vraiment passer comme il l'a dit au téléphone? A-t-il prévu de s'approvisionner comme les policiers le soupçonnent? Vous allez voir que cette tentative de flagrant délit va s'avérer un peu plus compliquée que prévu. Le lendemain matin, 9h. Toute la brigade des stupes est en effervescence pour préparer la tentative de flagrant délit devant le domicile de Mathieu, le dealer présumé. Et Michel, le chef des stupes, est un peu anxieux. Tant qu'on n'aura pas trouvé le produit, on n'a pas le droit de rentrer en force chez le fournisseur, donc ça nécessite qu'on fasse obligatoirement une transaction avec découverte de stupes. Donc oui, ça va être délicat, oui. Parce qu'il faut absolument que notre gars il ressorte de chez le fournisseur avec des stupes. Sinon, on ne peut pas aller le chercher. Les policiers savent que l'opération peut durer des heures, car dans les SMS, aucune précision n'a été donnée sur l'heure du rendez-vous. Malgré tout, les enquêteurs sont optimistes. Allez, tiens, faut que tu prennes des gants et des machins parce que ça serait bien qu'on touche pas le produit avec les doigts. Ouais. Ils pensent que le revendeur présumé viendra. Ok, on y va? Allez. Moi, je reste aux écoutes. Dès qu'ils ont serré, je les rejoindrai. Pendant que ces équipes partent, Michel, lui, reste au bureau pour surveiller les conversations téléphoniques entre les deux hommes. Une opération qui va mobiliser une dizaine d'enquêteurs. Sur le terrain, les policiers vont se scinder en deux groupes. Stéphane et ses collègues seront postés sur un parking à proximité de l'immeuble. De leur côté, Jean-Claude et son collègue Christophe se positionneront avec leur équipe dans un appartement prêté par un locataire. Une planque avec vue plongeante sur l'entrée du bâtiment et le domicile de Mathieu, situé au rez-de-chaussée. On y est. La planque, elle est où, là? Voilà, elle est en haut dans le bâtiment là. Et le domicile, c'est là-bas au numéro. En toute discrétion, les enquêteurs s'introduisent dans le parking de l'immeuble. Et en quelques minutes, tout le monde est en place. Ouais, c'est bon, vous êtes installés? D'emblée, les policiers savent que Mathieu, le dealer présumé, est chez lui. Car l'homme purge actuellement une peine de 4 mois de prison avec un bracelet électronique. Il n'a donc pas le droit de quitter son domicile. Une longue attente commence. Donc on attend que le gars vienne acheter chez et après, donc, quand il ressortira, on ira le contrôler. Mais quelques heures plus tard, toujours aucune trace du revendeur supposé.
En communication avec Michel resté au bureau, Stéphane n'a pas de bonnes nouvelles. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils n'ont pas pris contact ensemble de la journée. Parce que sinon, à chaque fois, ils s'appellent ou ils s'envoient un SMS pour dire « Bon, ben ok, je passe te voir, telle heure, c'est calé. » Plus les heures passent et plus le doute s'installe dans la tête des policiers. Ont-ils été repérés? Ont-ils mal compris le sens des SMS échangés entre le revendeur et le dealer présumé? Surveillance, patience. Ouais, faut pas se presser de toute façon. Ah, il faut être tenace. Voilà 6 heures maintenant que les enquêteurs surveillent l'entrée du bâtiment, sans rien voir de suspect, jusqu'au moment où un visage familier va apparaître. Avec le gamin et tout, donc ils vont être partis un bout de temps, hein, c'est con. Ah, il est parti. Putain. Oui, il était avec sa copine. Ils sont partis vers où, tu sais? La nourrice qui vient de s'en aller. Ouais, celui qu'on soupçonne d'être la nourrice qui s'en va avec sa femme et son gamin, et là, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Les policiers en sont sûrs. Ils viennent de reconnaître la nourrice du dealer présumé. L'homme qui entreposerait chez lui la drogue vendue par le dénommé Mathieu. Et s'il s'absente avec femme et enfant, cela n'augure rien de bon, car pour les enquêteurs, c'est peut-être le signe qu'ils ont été découverts. L'opportunité de saisir de la marchandise en quantité serait en train de s'éloigner. Mais quelques instants plus tard, un message est intercepté. Un SMS envoyé par Mathieu au revendeur présumé que les policiers attendent. Il dit tu peux passer si tu veux, il lui a dit. Les enquêteurs reprennent espoir de voir arriver leur homme. Mais une fois encore, il va leur falloir faire preuve de patience, car leur suspect ne répond pas au SMS. Les minutes défilent et la nuit s'installe sur Limoges. Et vous allez voir que la fin de journée va permettre aux policiers de constater un étrange manège dans l'immeuble de Mathieu, juste sous leurs yeux. Ouais, Michel, c'est David. Elle y va? On a peut-être qui est rentré chez. Les enquêteurs viennent de reconnaître un individu qu'ils connaissent bien, qui se rendrait chez le dealer présumé et qui ressort très rapidement de l'immeuble. C'est un trafiquant qu'on a fait dans une précédente affaire, il y a quelques années. Ouais, Il est ressorti, mon gars, il a mis un truc dans sa peau. Ah, il doit y avoir de la qualité, parce que quand on voit les personnages qui viennent, c'est pas des amateurs. Les soupçons des policiers se confirment. Pendant plus d'une heure, bien cachés derrière leurs fenêtres, ils vont observer un étrange défilé. Des individus rentrent quelques minutes, puis ressortent aussitôt de l'immeuble. Et parmi eux, se trouvent de nombreux consommateurs bien connus de la police. Alors, Jean-Claude va tout noter minutieusement, chaque nom avec l'heure de passage chez le dealer supposé. Les enquêteurs en sont convaincus. Ces allées et venues évoquent très fortement des clients qui viendraient s'approvisionner chez Mathieu. Mais inutile d'arrêter ces petits consommateurs. Ce que veulent les policiers, c'est bien sûr prendre le revendeur en flagrant délit avec beaucoup de marchandises sur lui. Mais soudain, le comportement suspect d'un des clients va clairement les mettre en alerte. Guillaume, il a regardé en haut, hein. C'est plus cher, les gars. C'est pas bon, ça. Cette attitude inquiète fortement Jean-Claude et ses collègues. Aurait-il été remarqué? Vont-ils devoir lever la surveillance sans avoir pu interpeller le suspect qu'ils attendent? Il n'y a toujours rien, pas de neuf, plus aucun appel, tout. Donc à 7h30, 8h moins 25, on va lever le dispo. Pour les policiers, le timing est serré. Car en cas de flagrant délit, la loi leur impose de perquisitionner avant 21h. Bon, on lève le dispo, on rentre, on fait retour. Une journée entière à attendre. Mais impossible d'intervenir sans flagrant délit. C'est un peu décevant. On espérait qu'il viendrait ce soir, il n'est pas venu. Mais pourquoi donc le revendeur ne s'est-il pas rendu chez Mathieu, le dealer présumé, comme il l'avait annoncé la veille par SMS?
Que s'est-il passé? Les enquêteurs auraient-ils été repérés? Le lendemain au commissariat, l'inquiétude continue de monter dans les bureaux des stupes. Ce matin, Christophe est aux écoutes. Et depuis la veille, le revendeur présumé et son fournisseur, le dealer supposé, ne se parlent plus. Les policiers craignent que leur enquête ne se trouve en péril. Depuis hier soir, plus rien, plus un SMS, plus un coup de fil, et c'est pareil. Alors, à la limite, pour lui, il se lève à 2 h l'après-midi, mais il y a toujours sa mère qui appelle, il y a toujours quelqu'un qui lui laisse un message, et là, c'est silence radio. Il y a un gars qui est sorti hier soir, et il y a eu un regard vers le haut sur l'appartement, et moi, j'ai pas aimé. Car lors de la surveillance, Jean-Claude avait cru être repéré par cet homme en bas de l'immeuble du dealer présumé. Du coup, les policiers imaginent tous les scénarios possibles. Quand il est passé à hauteur de l'appartement, il a regardé en haut. Donc ça, c'est pas bon. Moi, ça m'a pas plu. On est aussi parano que de toute façon. Dès qu'il y a un truc qui va pas, il y a un coup de téléphone qui n'est pas donné à l'heure, nous aussi on s'inquiète et on fait comme eux. Eux, ils se sont écoutés tout le temps. Même si c'est pas vrai, ils voient la police partout. Et nous, on est pareil, on croit qu'on a été vu partout. Et nous, on croit qu'on a été vu partout quand on est dehors. Alors ça marche dans les deux sens. Et c'est Michel qui va trouver une explication, bien loin de ce qu'il pouvait imaginer. Bon, bah mon vieux Jean-Claude, je pense que je sais pourquoi ils sont pas venus hier soir, parce qu'il y avait le match. Je suis sûr qu'il a regardé le match. Quel match, je crois. Il y avait Lille-Marseille hier soir. Ah oui. Je suis sûr que c'est ça. Pour un match de foot, le suspect ne serait pas passé chez Mathieu. Une hypothèse plausible qui rassure les policiers et qui va les pousser à persévérer. Et effectivement, dans les jours suivants, un nouveau personnage va surgir dans cette affaire grâce, encore une fois, à l'exploitation minutieuse des écoutes téléphoniques. 2 jours plus tard, les policiers concentrent à nouveau tous leurs efforts sur les écoutes, à la recherche d'un élément crucial pour faire avancer ce dossier difficile. Un appel ou un SMS qui pourrait les aider à démanteler ce réseau de trafiquants présumés. Allez, il n'y en a pas 12 000, mais ça sera peut-être de la qualité. Ce matin, Christophe a décidé d'écouter toutes les conversations de la veille sur la ligne téléphonique de Mathieu, le dealer présumé. Et très vite, une conversation avec un homme inconnu jusqu'ici lui semble louche. Tu vois, il y avait peu, mais il y a du lourd. Et il manque 500 €, ouais, il lui dit. Tu vas les avoir, ils sont pas perdus. Et si j'ai pas trop travaillé, je peux pas donner les 500 €, tu comprends? Ah bah ça c'est de l'or, hein, une dispute entre deux gars en général, ils se lâchent, ils se donnent des informations. En gros, il lui dit je veux bien te rembourser, mais donne-moi du matos à vendre, quoi. Grâce à cette dispute, l'enquêteur pourrait bien avancer considérablement. Christophe aurait peut-être mis le doigt sur l'un des fournisseurs de Mathieu. Et vu la dispute, à mon avis, ou ils s'appellent plus jamais, ou alors ils vont se rappeler très vite. On va voir ça. Et l'expérience de Christophe va lui donner raison. Car le présumé fournisseur rappelle Mathieu, presque dans la foulée. Allez, pan, allez, les affaires reprennent. Vas-y, fais écouter. Tu vois, allez, 4 minutes, Samy. Allô? Ouais, tu le ramènes? Tu ramènes quoi? Rappelle la femme, après voilà, tu me dis combien pour l'autre c'est tout, voilà quoi. Vas-y. Ah, il lui dit je te ramène 100, tu te débrouilles pour rembourser l'autre, et puis c'est tout. Ouais, vas-y. Allez, terminé, 4 minutes, Samy. Des conversations concordantes qui poussent les enquêteurs vers une conclusion. Cet homme pourrait être la tête du réseau. Un réseau de trafiquants qui s'étoffe encore un peu plus. Mathieu, le dealer présumé, serait donc au centre de l'organisation. Il fournirait le revendeur supposé qui vit à la campagne en cachant sa marchandise chez une nourrice. Et surtout, il s'approvisionnerait lui-même auprès d'un grossiste, qui serait la tête de pont de ce réseau.
La chaîne d'approvisionnement se précise dans l'esprit des policiers. Mais pour en avoir le cœur net, ils veulent attendre une autre conversation suspecte avant de chercher à identifier celui qui parlait argent avec Mathieu. Et c'est effectivement ce qui va se passer quelques jours plus tard. Car en maquillant maladroitement leur conversation, les deux suspects vont faire une grossière erreur. Ah, écoute bien, tu vas voir, c'est trop fort. Le fournisseur l'appelle pour lui demander de récupérer du produit. Et tu vas voir, elle lui dit je l'ai pas, passe plutôt dans 1 heure, c'est pas mal du tout. Ouais, allô? Ouais. Ouais. Quoi? Je suis sûr que c'est la même pour toi. Tu le prends, tu fais pas ou pas? Eh ben, je l'ai pas encore entamé. On va pas entamer les chaussures, le coup. Alors au départ, ça pourrait être une vraie paire de chaussures, sauf que le fournisseur, il lui répond oui, effectivement, tu peux les avoir parce que je n'ai pas encore entamé. Donc là, c'est vraiment probant, quoi. Il ne peut pas y avoir d'équivoque sur le fait qu'on est en train de parler de produits stupéfiants. Plus de doute pour les policiers. Cet homme au téléphone serait bien le fournisseur de Mathieu. Reste maintenant à trouver son nom. Et pour cela, les enquêteurs vont envoyer une réquisition à l'opérateur téléphonique pour l'obliger à identifier le détenteur de cette ligne. Une information qui va mettre plusieurs jours à leur parvenir et qui s'annonce prometteuse. L'enquête est sur le point de prendre une nouvelle ampleur. Là, on vient de recevoir la réponse de l'opérateur sur l'identification du numéro de téléphone de la personne qui se prend la tête avec notre objectif. Et ça semble pas mauvais parce qu'on a un nom, prénom, on a une adresse qui correspond à une cité. Des éléments essentiels pour Jean-Claude, qui va donc essayer d'en savoir plus sur cet homme, en croisant ses données avec les fichiers dont il dispose, à commencer par celui des antécédents judiciaires. Ben voilà. Et l'homme est déjà connu des services de police. Il existe même une photo que voici. Ah, il est connu à Limoges, il est connu dans les Pyrénées-Orientales, il est connu en Haute-Garonne. Il est connu pour violence et il est connu pour séjour irrégulier sur le territoire. Mais il n'est pas connu pour stupéfiants. Étonnant, car les policiers le suspectent d'être à la tête d'un réseau. Alors Jean-Claude décide de poursuivre ses recherches grâce au fichier des immatriculations de véhicules. Véhicule, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ? Une voiture de couleur rouge foncé, un indice de plus pour le policier. Alors il est domicilié. Ah ben ça c'est bon, c'est une très bonne piste. Une adresse identique à celle donnée par l'opérateur téléphonique. Désormais, Jean-Claude a tous les éléments en main pour pouvoir surveiller cet homme. Il doit aller vérifier sur place que l'adresse qu'il possède est bien la bonne. Ouais, faut y aller là. De toute façon, faut y aller là le matin, là, pendant que tout le monde dort. Le matin, ouais. Ah, ça fait là. Bon allez, à tout à l'heure. L'homme habiterait dans une cité de Limoges et Jean-Claude s'y rend seul pour ne pas éveiller les soupçons. Car s'il s'agit bien du fournisseur de Mathieu, le dealer présumé, il pourrait être sur ses gardes et se méfier des mouvements de voiture dans sa cité. Voilà, on arrive à proximité, là, là on est dans la rue qui est donnée, et comme il habite dans les débuts de numéro, c'est ici, là. Voilà. Voilà, il habite là. Dans ce bâtiment-là, donc il fallait ranger la caméra. Pour ne pas compromettre ce repérage, nous suivons Jean-Claude en caméra cachée. C'est positif, ça. Sur la boîte aux lettres, le nom semble correspondre. Le fournisseur habiterait bien ici, dans cet immeuble. Et comble de satisfaction pour l'enquêteur... On a sa voiture qui est là-bas également. La voiture est là. C'est sur les recherches qu'on a fait, il est propriétaire d'un véhicule. Une rouge. Un élément de plus qui concorde et qui va avoir son importance dans la suite de l'enquête. Donc pour nous, c'est tout positif, là. Les policiers espèrent pouvoir prouver peu à peu que c'est bien cet homme qui fournirait Mathieu.
Sur les recherches, on a un visage déjà. Maintenant, c'est les surveillances physiques qui vont démontrer que c'est vraiment cette personne-là. Quand on verra le gars arriver et qu'on le prendra en photo et que ça correspondra avec nos recherches, ben là, ce sera bon. Mais avant cela, Jean-Claude doit s'assurer que la photo qu'il possède est suffisamment récente. Car si l'homme est bien à la tête d'un réseau de stupéfiants, il pourrait bien changer régulièrement d'apparence pour ne pas se faire repérer. Et normalement, ils n'en demandent pas, ils sont cool, tu vois. Alors, pour le savoir, les policiers vont s'adresser cette fois à l'administration. Car il existe en France des services qui regorgent d'informations sur chacun d'entre nous, les préfectures. On veut voir, parce que son titre de séjour arrive enfin aujourd'hui, et voir au service des étrangers si jamais il a demandé un renouvellement. Normalement, il a dû amener une photo plus récente. Donc on voudrait essayer de récupérer cette photo si elle existe. Grâce à leurs fichiers, les agents de l'État disposent de renseignements précieux. Bonjour madame. Et pour les policiers, la démarche va s'avérer payante. Voilà, ben impeccable. Ouais, très bien. Je vais voir ce que ça donne, ce que ça va sortir. 2 photos récentes de leurs fournisseurs présumés, un pas de plus dans l'enquête. Très bien. Bon, ben, allez. je vous remercie beaucoup. Merci. Au revoir. Avec ces éléments, l'étau se resserre autour de ce nouveau suspect. C'est pas mal parce que là, bon, on a pu récupérer deux photos à différentes époques. Désormais, le fournisseur présumé de ce réseau a un visage pour les enquêteurs. Un visage qui devrait leur permettre de le reconnaître lors d'une prochaine surveillance. Car il reste encore une étape pour le coincer. Une étape cruciale. Les policiers vont devoir trouver une ultime preuve, démontrer que le fournisseur supposé et son dealer présumé, Mathieu, sont bien en contact régulier et pas seulement par téléphone. Une semaine plus tard, au commissariat de Limoges, les policiers sont à nouveau tous branchés sur les écoutes téléphoniques. Ils attendent désormais un rendez-vous entre Mathieu et son fournisseur supposé. Et un appel va bientôt les mettre sur une piste sérieuse. T'as un appel qui est arrivé? Ouais, attends, je suis en train de regarder les SMS, moi. Je suis en train de finir attends. Ça vient d'arriver à l'instant. Oui, allô? Ouais, ça Tiens, tu reconnais la voix? C'est notre gars, ouais. Ouais. Eh bien, regarde, ça faisait un bon moment que... C'est le premier fournisseur. Ouais, alors... Attends, on va appeler les autres. Ouais, t'appelles les autres? Pour la brigade des stupes, cet appel représente une occasion cruciale de voir peut-être le fournisseur de ce réseau. Donc là, c'est bien parce qu'en fait, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas de nouvelles du fournisseur. On pensait qu'il avait changé de téléphone et compagnie. Donc là, sur la voix, on le reconnaît sans problème. Oui, allô? Ouais, ça franchement, ça sert à rien, là. J'ai rien fait encore. Tout à l'heure, normalement, je fais un truc tout à l'heure. Il faut penser à mais vas-y, du pognon. parce qu'il a pas commencé le produit. Ouais. Il a pas commencé. Il est impatient, hein. Il faut qu'on se bouge, là. D'après cet appel, le fournisseur supposé voudrait passer chez Mathieu pour récupérer de l'argent. Alors, en quelques minutes, toute l'équipe organise un dispositif de surveillance. T'as tout, c'est bon. Il est impatient, hein. Il faut qu'on se bouge, là. D'après cet appel, le fournisseur supposé voudrait passer chez Mathieu pour récupérer de l'argent. Alors, en quelques minutes, toute l'équipe organise un dispositif de surveillance. T'as tout, c'est bon. Une fois encore, les policiers se divisent en 2 groupes. Jean-Claude dans l'appartement de la Planque et les autres dans une voiture positionnée non loin de l'immeuble. Et les enquêteurs vont vite comprendre que leur homme est déjà sur place, probablement dans l'appartement du dealer. Car Jean-Claude vient de repérer sa voiture quelques mètres plus loin, près du trottoir.
Objectif présent sur les lieux avec véhicule rouge. Elle est garée à l'angle, elle est là en bas. Souvenez-vous, cette voiture rouge avait été formellement identifiée comme appartenant au supposé fournisseur et elle était stationnée devant son domicile lors du repérage de Jean-Claude. Et cette fois-ci, la voiture est mal garée. Jean-Claude pense que le suspect ne va pas tarder à repartir. À tous, sortie de l'objectif. Reçu. L'homme vient de quitter l'immeuble, sans doute avec de l'argent dans les poches. Mais les policiers n'avaient pas prévu d'aller plus loin. À ce stade, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Une confirmation visuelle des contacts entre les deux hommes. Désormais, ils ne sont pas loin de pouvoir passer à l'action. De retour au bureau, Jean-Claude va s'empresser de vérifier la qualité de ses clichés. Je crois que nous allons avoir une énorme satisfaction. Oh là 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 là, regarde-moi ça. Ah ben là, tu l'as nickel. De toute façon, on s'en fout, c'est sa bagnole. Hein. Donc c'est lui. Hein. Et en comparant la photo avec celle qui était déjà dans leur fichier, les policiers n'ont plus aucun doute. Le mec, il est venu avec la voiture du titulaire du téléphone. Voilà. Et au niveau des photos qui sont prises, il y a une énorme ressemblance. Là, ce soir, on a vraiment de la chance et voilà, c'est le top. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à mettre, à décider quand on tape et mettre le dispo en place, quoi. On n'a plus de surveillance à faire, puisque surveiller des clients, c'est plus du tout intéressant. Voilà, maintenant on a tout ce qu'on voulait. Il ne nous reste plus qu'à appeler le procureur pour lancer nos interpellations. Au fil des semaines, les enquêteurs ont accumulé peu à peu des éléments probants pour pouvoir confondre leurs suspects. Dès le lendemain, les policiers sont au téléphone avec le procureur de la République, car lui seul peut donner l'autorisation d'arrêter les individus. Et pour cela, Stéphane doit d'abord le convaincre qu'il a suffisamment d'éléments dans le dossier. Bonne soirée, au revoir. En fonction des résultats des surveillances et des identifications des fournisseurs, maintenant on a le feu vert pour procéder aux interpellations. Une bonne nouvelle pour la brigade des stupes après plusieurs mois d'enquête. Mardi matin, on est OK pour les interpelles et les perquises. Et tant qu'on a fait nos interpelles, je recontacte le parquet pour lui dire ce qu'il en est. Dans 4 jours précisément, les policiers pourront intervenir. Chez le fournisseur supposé, mais également chez Mathieu, le dealer présumé, ainsi que chez sa nourrice, et enfin chez le revendeur suspecté, dénoncé au téléphone à l'origine de l'affaire. Mais vous allez voir que les choses ne vont pas tout à fait se passer comme prévu, et que par un simple coup du hasard, les enquêteurs vont être pris de court. 2 jours plus tard, à l'hôtel de police, l'interpellation des trafiquants présumés de ce réseau doit avoir lieu demain matin. Mais un événement va mettre toute la brigade en alerte. Je viens de voir les collègues de l'APJ, le groupe Stup. Ils ont en garde à vue depuis hier après-midi. Il s'est fait péter par les douaniers avec 3 kills. Ah mais sérieux? Ouais. Le fournisseur présumé, que les stupes traquent maintenant depuis plusieurs semaines, a été arrêté la veille par les douaniers à 1 heure de Limoges à bord d'un véhicule avec 3 kilos de résine de dans le coffre. Une jolie prise qui va immédiatement accélérer les choses. À l'APJ, c'est eux qui ont le dossier. Ouais, donc il va falloir qu'on prenne contact rapidement avec le parquet, de façon à récupérer le dossier et qu'on déclenche nos interpelles maintenant au lieu de demain comme prévu. Car dans les affaires de stupéfiants, les nouvelles se répandent vite. Le risque, c'est que les autres qui sont dans le dossier, nos interpelles, soient au courant et que soit ils déménagent de chez eux, ou s'il y a du produit ou de l'argent, tout disparaisse. C'est pour ça que maintenant on est pris par le temps et dès que le procureur a donné son accord, on part en interpelle immédiatement. L'objectif des policiers, c'est bien sûr de saisir un maximum de marchandises en perquisitionnant les domiciles de leurs différentes cibles pour pouvoir enfin prouver qu'ils avaient vu juste dans cette enquête. Oui, bonjour monsieur.
Mes respects, monsieur le commissariat de police de Limoges. Pour les enquêteurs, il n'y a pas une minute à perdre. Merci, bonne journée, au revoir. À plus tard. On va laisser les objectifs et puis commencer à bosser. Un poil en avance, mais ça ira. Le feu vert est donné. Pour les policiers, c'est le moment de lancer les interpellations. Une opération à haut risque, car bien souvent les revendeurs de drogue ont une grande imagination pour planquer leur cam, comme ils disent dans leur jargon. Malgré tout, vous allez le découvrir, l'équipe des stupes ne va pas repartir les mains vides, bien au contraire. Pour l'instant, on va faire l'objectif principal et sa nourrice. Et ça soi-disant nourrice. Il faudrait quelqu'un derrière pour surveiller que ça ne jette pas par le balcon si jamais il y a du produit. Les deux cibles prioritaires sont donc ces deux hommes. Mathieu, le dealer présumé, et sa nourrice supposée, qui habite à la même adresse. Et pour démarrer, les policiers vont d'abord s'attaquer au deuxième individu, susceptible de stocker la marchandise. Grâce à leur multiple surveillance, les enquêteurs connaissent parfaitement la géographie des lieux. Il ne leur faut que quelques minutes pour arriver sur place. Une fois en bas de l'immeuble, ils savent qu'ils doivent prendre les deux suspects par surprise. Le temps pour Christophe de donner le top départ. Et l'opération peut débuter. La nourrice supposée habite au deuxième étage, au-dessus du dealer présumé, qui est au rez-de-chaussée. C'est bon. Bonjour monsieur, c'est la police, vous venez avec moi? Allez. Parce que s'il y a quelqu'un d'autre dans l'appartement? C'est quoi comme chien de Tiens, tiens ici. Alors, je t'explique. C'est la police nationale, d'accord, brigade des stupes. Tu vas venir avec nous. Ok? Ça va? Donc, à partir de maintenant, t'es en garde à vue. L'homme paraît abasourdi. Alors Christophe va lui expliquer le pourquoi de sa visite. C'est à 96 heures. Tu sais pourquoi on est là? Réfléchis bien, assieds-toi. Réfléchis bien. Sur la table de la cuisine, l'attirail du parfait consommateur. On est passé où avant de venir te voir? Allez, réfléchis, c'est pas loin. Ouais, c'est bon, on a de jouer. Non, t'as pas d'idée? Chez mon voisin. Ah ben oui, chez ton voisin. C'est que ça dure qu'un temps. Ton produit, il est où? Ouais, c'est ça. Ah ben ça, oui. Le reste? On va faire passer le chien, il va tout mettre à l'envers, alors dépêche-toi, hein, on va pas perdre notre temps. Hein. Sans opposer plus de résistance, la nourrice coopère et mène directement les policiers à sa planque. Voilà. C'est tout ce qui te reste, là? Bon. Vas-y, viens. Allez, assieds-toi, là, pour l'instant. Un simple sac plastique que Christophe s'empresse de vider. À l'intérieur, 3 plaquettes de résine de 300 grammes, un produit qui peut rapporter 1 800 € environ à la revente au détail. C'est quand la dernière fois qu'il t'a ramené ça? Il y a une semaine? Et tu vas te ramener quand la prochaine fois? Là. La nourrice reconnaît tout de suite qu'il stocke du pour le compte de son voisin. Mais le policier voudrait savoir autre chose. T'as pas de coque, là? Un peu? Ah non, pas du tout. Mais pour être sûr que l'homme ne cacherait pas d'autres substances illicites dans l'appartement, l'équipe des stupes va faire appel à son allié, un certain Hilton. Un chien capable de détecter des traces infimes de drogue dans les moindres recoins d'une habitation. Un animal bien dressé qui suit à la lettre les consignes de son maître. Allez, on la cherche. Oui, c'est bien cherché ça, moi. Et justement, c'est dans cette chambre exiguë que l'animal va marquer une touche. Il semble avoir repéré une odeur, mais en fouillant de plus près, rien à signaler.
Ça peut être du résiduel, hein, tu sais. Du résiduel, c'est-à-dire des restes de drogue, probablement laissés là par la nourrice lors de sa consommation personnelle. Bref, rien de probant. Rapidement, les policiers vont décider de mettre fin à la perquisition tout en jouant carte sur table avec leur homme. Plus ça va aller vite en audition, plus vite tu seras dehors, d'accord? Jusque-là, toi, t'es pas la pièce maîtresse du puzzle, hein. En gros, tu fais la nourrice, on est d'accord, hein. C'est aussi simple que ça. Donc quand tu nous as dit, oui, je fais la nourrice, il me donne du produit tous les autant, je le garde, il m'appelle de telle manière pour que je vienne le chercher, et ben voilà, toi, après, tu seras tranquille, hein. C'est clair? Visiblement, la nourrice a compris le marché que lui mettait en main le policier. Maillon faible du trafic, l'homme, au chômage avec un enfant en bas âge, semble prêt à coopérer. Ah oui. Christophe est convaincu qu'il a surtout affaire à un consommateur qui pourra lui livrer des informations précieuses pour accabler le dealer. Pendant ce temps, chez le dealer présumé, l'équipe de Jean-Claude a affaire à un autre genre de personnage, beaucoup moins facile à manier. Au début de la garde à vue, les choses ne se présentaient pas trop mal, mais soudain, le ton va rapidement monter. C'était justement. Ah non, là maintenant, là pour le moment, vous prenez rien. Car Mathieu, un ancien suit un traitement de substitution et il semblerait qu'il soit en manque. À partir du moment où vous êtes placé en garde à vue, on peut rien vous administrer. Je prends tant que j'ai pas pris mon subutex, je fous un bordel, je reste là. Mon subutex, Écoutez-moi. je l'ai pas pris ce matin, vous me le donnez. Allez, attache-moi si tu veux, je m'en fous. Vous écoutez ce que je vous dis? D'ici, vous allez me traîner. Personne ne va vous bouger. Petit à petit, l'homme devient même incontrôlable. Eh ben ouais. Rien à foutre. Voilà pourquoi. Ça se passait bien, garçon. Eh ben ça se passe toujours bien. On va être obligé de vous menotter, c'est tout ce qui va se passer. Allez, garçon, t'as gagné. Ça doit gagner. Voyez, parce que... Bon, doucement, c'est bon. L'homme, maîtrisé et entravé, semble enfin calmé. Après examen médical, les policiers lui permettront de prendre son traitement. Désormais, la fouille peut commencer. Et quelques instants plus tard, la brigade des stupes va appeler à nouveau Hilton à la rescousse. Le chien renifle toutes les pièces de l'appartement. Et là encore, c'est dans la chambre à coucher que son flair va être infaillible. Déjà, le chien a marqué alors, Jean-Claude. Donc là, le chien a marqué. Il a enlevé le coussin, là. D'accord. Et derrière le fauteuil, il y a une autre barrette. Des stupéfiants en petite quantité. Rien de surprenant puisque Mathieu, le dealer présumé, avait pris ses précautions en laissant sa marchandise chez sa nourrice. Il y a également un autre morceau de résine de qui est sur l'enceinte, là. Ça? C'est à vous aussi, ça? Je sais pas, c'est... Bah, oui, si c'est là, c'est à moi, oui. Il a marqué le bureau là, le meuble là et là-bas. D'accord. Donc s'il mord le meuble et qu'il mord le bureau, forcément c'est qu'il y a eu du produit stupéfiant dessus. Oh bah je sais pas. Vous découpez de la résine de cannabis sur votre bureau ou vous en avez posé là? Bah j'ai roulé déjà des joints dessus. D'accord. C'est un bureau quoi. Sans surprise, l'homme tente de se faire passer pour un simple consommateur. Mais les enquêteurs ont du mal à le croire. Ils se demandent même s'il ne revendrait pas autre chose que du Un paquet de cigarettes va d'ailleurs leur sembler suspect. C'est quoi ça, monsieur? Papier coton-tige. Dans un paquet de cigarettes? Ouais, bah c'est là. Oui, c'est normal, c'est sa place. Ça date, c'est vieux, je vous dis, ce qui est là-dedans, c'est vieux, hein. Ça date de... Regardez la poussière qu'il y a. Oui, et il y a de la poussière blanche, là, c'est normal? Je sais pas, c'est la poussière. Oui. Ah oui, c'est vieux. D'accord. On fera un test, on contrôlera. Se pourrait-il que ce soit des restes de cocaïne dissimulés à l'intérieur de ce paquet de cigarettes? C'est en tout cas l'intuition de l'enquêteur. Une hypothèse qui va se confirmer grâce à la découverte faite par Stéphane un peu plus loin. Des sacs plastiques étrangement troués. Quelque chose de banal en apparence, mais pour les policiers, c'est un indice plutôt parlant. Donc là, on a trouvé tout un tas de sacs plastiques troués.
déchirée. Et en fait, quand on reçoit la en vrac, ensuite pour la revendre, il faut la conditionner. Donc ils découpent dans les sacs plastiques comme ça, des ronds plastiques. Ils mettent 1 gramme ou 1,5 gramme, un petit coup de briquet pour thermosouder, et puis c'est vendu comme ça. Ça fait une bonbonne. Et voici comment opèrent en général les dealers. Ils découpent un morceau de plastique pour y verser 1 gramme de le tout scellé à la flamme d'un briquet, faisant fondre le plastique, une fermeture bien hermétique qui forme ce que l'on appelle une bonbonne. Pour le moment, aucune preuve que ce dealer présumé revendrait de la mais les enquêteurs ont trouvé plusieurs éléments qui indiqueraient qu'il est impliqué dans un deal régulier de stupéfiants. Mathieu va devoir s'expliquer. Et ce qu'il ignore, c'est que les policiers ont accumulé contre lui des éléments qu'il lui sera très difficile de contester. Retour au commissariat de Limoges. Ici, la nourrice est sur le point d'être entendue, car stratégie oblige, les enquêteurs ont décidé de commencer les interrogatoires par le suspect le plus fragile. Bienvenue, assieds-toi. Maintenant, tout va dépendre de lui. L'homme va-t-il accepter d'accabler Mathieu, le dealer supposé, qui lui aurait demandé de stocker des stupéfiants chez lui? Une fois encore, Christophe va lui mettre un marché en main. Le silence, avec les conséquences qui vont avec, ou au contraire, les aveux. Bon, tu peux décider de ne pas me parler, ça serait pas dans ton intérêt, mais tu peux décider de le faire. Hein. Après, le tout maintenant, c'est de sortir ton épingle du jeu. Hein. C'est bon, on sait tous les deux que vous allez être plusieurs, hein, tu vas pas être là tout seul. Et que connaissant l'autre énergumène, il va te mettre dedans. Hein. Oui, ça je me doute. Comme tous, hein, de toute façon. Les policiers n'ont qu'une question à poser à ce suspect. Est-ce bien son voisin qui lui aurait demandé de cacher les 3 plaquettes de résine de qu'ils ont trouvées chez lui quelques heures plus tôt? Est-ce que ça t'appartient? Non. Vas-y, développe. Hein. Ça... C'est bien ça. Tout à fait. Sans retenue, la nourrice désigne le fameux Mathieu comme étant le propriétaire de la marchandise. Christophe vient de marquer un point. Alors il va tenter d'aller plus loin. Ça fait combien de temps alors? Donc qui te demande de stocker pour lui? Depuis la fois que vous étiez venu l'arrêter, je sais plus, c'est au mois d'octobre, je crois, c'est ça. C'est dans ces eaux-là, c'est depuis le mois d'octobre à peu près que je le garde. Face à Christophe, la nourrice révèle le poteau rose. L'arrestation récente de Mathieu dans une autre affaire de stupéfiants n'aurait rien changé à son comportement. Bien au contraire. L'homme aurait aussitôt récidivé, en étant tout de même un peu plus prudent, en faisant garder sa marchandise par un tiers. Alors, comment il en est arrivé à te demander de garder son produit? C'est qu'avant, tu étais un de ses clients, tu lui en achetais? Enfin, oui, je lui en achète. Oui, je me doute, fallait bien qu'il te connaisse d'une façon ou d'une autre. Hein. D'accord. Donc c'est lui qui t'a proposé, c'est pas toi qui t'es proposé. Il m'a demandé si je pouvais et je lui ai dit oui, bien sûr. Voilà, et il t'a proposé en contrepartie de te donner de l'argent ou... Non, de me machiner un morceau à chaque fois qu'il récupérait. D'accord. La nourrice ne serait qu'un simple pion dans ce réseau, dédommagé en nature, juste pour sa consommation personnelle. Pour les policiers, l'homme devient une source d'informations essentielle pour déterminer l'ampleur du trafic. Bon, c'est là, il va pas falloir que tu te trompes trop. Donc à quelle fréquence il te le ramène? Le et en quelle quantité? Ça dépendait des fois, c'est toutes les 2 semaines et 3, 4, voire 5, pas plus. Pour le policier, un simple calcul permet de comprendre que c'est presque 1 kilo par mois qui serait stocké chez cette nourrice, ce qui représenterait à l'année plus de 70 000 € si le est revendu au détail. Bref, un trafic bien plus important qu'il ne l'imaginait au départ. Fort de cette révélation, Christophe choisit de faire une pause. Bon, on va s'arrêter là pour l'instant, d'accord? Les collègues vont te prendre en charge en bas. Au sous-sol, Jean-Claude est maintenant prêt à auditionner Mathieu, le dealer présumé.
désormais accusé par sa nourrice. Un peu dormi. C'est l'homme clé du dossier. Déjà arrêté par le passé, cet ex connaît bien la police et les techniques d'interrogatoire. Jean-Claude le sait parfaitement, il va donc falloir jouer serré. Et ça commence mal, car en présence de son avocate, Mathieu affirme ne pas connaître son voisin. Quelle relation avez-vous avec lui? Je sais même pas qui c'est. Dès le départ, le présumé dealer, interpellé ce matin, ne semble pas vraiment coopératif avec le policier. Alors Jean-Claude va le mettre en garde et lui faire comprendre que dans son intérêt, il vaudrait mieux jouer carte sur table. Je serai vous, réfléchirez. Mais je pense que vous savez qui c'est, parce que c'est quelqu'un qui est très proche de vous. Ben oui. Oui, les prénoms, ça fait deux. Déjà, là, sur la période du mois de décembre, là, vous avez communiqué, vous étiez déjà communiqué 86 fois. Donc quand même, vous devez le connaître. Non? Grâce aux écoutes téléphoniques, Jean-Claude pense avoir déstabilisé son interlocuteur. Pourtant, le suspect ne semble pas ébranlé outre mesure par les éléments que le policier lui présente. Il vous appelle le 9, il vous dit « Salut copain, ça va? T'es debout, je peux passer vite fait ?» Il y en a qu'un qui m'appelle copain. Il y en a plein. Tu vas me faire voir comment il est. Vous voulez que je vous montre sa photo? Bah ouais. D'accord. Je vais vous présenter sa photo. Est-ce que vous connaissez cette personne? D'accord. Un petit oui. Le policier progresse peu à peu. Difficile pour Mathieu de nier l'évidence. Pourtant, lorsqu'on en vient à l'accusation principale, le dealer supposé trouve une parade immédiatement. Alors, selon nos investigations, nous pensons que cette personne travaille pour vous dans le sens où vous lui confiez la garde du produit stupéfiant que vos fournisseurs vous livrent. Non. Non, c'est pas vrai. Non. C'est pas vrai. Vous avez quoi comme relation avec lui? C'est un voisin, après il me demande des fois du lait, du sucre, des conneries comme ça. À écouter Mathieu, la nourrice ne serait donc qu'un charmant voisin, rien de plus. Pour tenter de le faire craquer, l'enquêteur rappelle alors au dealer présumé les propos de celui qui aurait stocké sa drogue. Mais là encore, Jean-Claude va trouver une fin de non-recevoir. Selon ses premières déclarations, il reconnaît qu'il vous garde de la résine de. Comment expliquez-vous cela? C'est pas possible. Ah bon? Pourquoi c'est pas possible? Parce que non. Le présumé dealer n'en dira pas plus pour l'instant sur ses relations avec son voisin, la nourrice présumée de ce trafic. Alors le policier va changer de tactique et s'intéresser à ses clients potentiels comme le supposé petit revendeur installé à la campagne. Pour cela, il va s'appuyer sur les écoutes téléphoniques enregistrées ces derniers mois. L'objectif, lui faire reconnaître que ce revendeur, dénoncé au téléphone, fait bien partie de son entourage et qu'il serait un client. C'est vous qui parlez là? Non, c'est pas vous là. Vous copain? Là c'est qui là? C'est pas vous. Celui-là, ça risque rien. Je sais pas de quoi vous parlez. Là. Mais est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est pas vous là? Je sais pas. Je sais pas moi ça. J'ai vu des gens de mauvaise foi, mais là je crois qu'on est en train d'atteindre. Oui, c'est moi là. C'est votre téléphone ça. Hein? C'est votre téléphone. Non, je vous jure que non. Je vous jure que non. Même face à cet élément objectif, l'homme ne confesse rien, aucun aveu pour le moment. Mais au bout de quelques minutes, il se ravise un peu pour admettre à demi-mot qu'il connaît bien le petit revendeur, mais que cela n'a rien à voir avec du trafic de drogue. Ça doit être moi derrière. Ça doit être moi, j'ai du mal à entendre, mais oui. Il vous explique la voiture de son fils. Oui, qui a été cassée, oui. C'est bien votre copain quand même. Ah oui, c'est un pote, oui. Vous m'avez fait peur. L'audition avance péniblement. D'autant plus que le toxicomane en difficulté semble faire un nouveau malaise. Ça va? Non, ça a l'air bien, non? Ça va pas. Pourquoi? Je sais pas. Il y a le stress, la garde à vue, tout ça. Ça rappelle le docteur, ça va pas. D'accord, bon, on va rappeler le docteur.
Viens avec moi. Simulation du suspect coincé face aux preuves des policiers, ou au contraire, malaise réel d'un ex. Dans le doute, les enquêteurs de la brigade des stupes ne veulent prendre aucun risque. Ils arrêtent l'audition pour l'instant. Alors, pour faire avancer l'enquête, ils vont devoir trouver d'autres témoins à charge, comme le revendeur présumé qui vit à la campagne. L'homme acceptera-t-il de balancer son dealer ? Le lendemain matin, 8 heures. Stéphane est déjà à pied d'œuvre. Avec ses collègues, ils ont décidé d'utiliser une stratégie souvent payante dans ce genre d'affaires, l'interpellation du plus petit maillon du réseau, celui par qui toute l'affaire a commencé. Le but, si on le trouve, ben, ça va être de lui faire avouer qu'il se fournit auprès de... Et comme pour l'instant, est plus à nier son trafic qu'autre chose, si maintenant on a une deuxième personne qui dit ben oui, je lui achète, après, il pourra continuer à nier tant qu'il voudra, il est plié. Hein. Reste à savoir si le revendeur dénoncé au départ est bien chez lui. Tu vois, c'est la maison qui est en face de nous, là. A priori, coup de chance pour les enquêteurs. Sa voiture est garée devant son domicile. Les policiers vont aller droit au but. Monsieur, bonjour. Vous nous ouvrez, c'est la police, s'il vous plaît. On a besoin de vous voir. Ne faites pas sortir, s'il vous plaît. Hop, alors il est toutou. Bonjour, monsieur. Bonjour. On est là dans le cadre d'une affaire de trafic de produits stupéfiants. Vous concernant, entre autres. Il est 9h15, vous êtes placé en garde à vue. Ah d'accord. Une course contre la montre s'engage. Les enquêteurs doivent faire vite pour perquisitionner le domicile et parvenir à faire dire à leur suspect qu'il se fournit bien auprès du dealer présumé, actuellement en garde à vue au commissariat. Donc je vous explique maintenant, on va faire une perquisition chez vous. Mes collègues pour la perquisition, ils ont un chien qui est spécialisé dans la recherche stup. Si vous avez des stupéfiants chez vous, hein. Subutex. Ouais. Pas de on trouvera pas de Non, je fais pratiquement plus. L'opération part mal pour les enquêteurs. A priori, l'homme suspecté de revendre des petites quantités de assure n'avoir aucune drogue chez lui. Voilà qui est ennuyeux pour les policiers, car il faut absolument qu'ils démontrent qu'ils consomment et revendent, s'ils veulent s'en servir ensuite pour témoigner contre le supposé dealer. Mais au bout de 30 minutes de recherche, Hilton n'a toujours rien à se mettre sous la dent. On a fait le tour, hein. On va y aller. Pas un gramme de stupéfiant ici. Mais l'équipe de Stéphane ne désarme pas. Elle emmène l'homme au commissariat pour l'auditionner. Car leur objectif principal, c'est surtout de parvenir à lui arracher un témoignage contre Mathieu, le dealer présumé. En face. Asseyez-vous. Donc tout à l'heure, vous m'avez dit que vous avez arrêté de fumer? Ouais. Pas vraiment, je peux... Depuis quand vous avez bien levé le pied? Depuis septembre. En fait, depuis septembre, vous fumez quoi alors? Occasionnellement, quand il y a des gens qui passent à la maison. Quand je vais en soirée, quand je vais chez des gens qui en ont. L'homme prétend n'être qu'un simple fumeur occasionnel. Une réponse peu convaincante pour le policier qui va creuser davantage en essayant de le piéger. Donc, on peut dire que depuis septembre, vous n'achetez plus de résine de Ça m'arrive aussi. Oui, ça m'arrive. J'ai acheté 400 reprises déjà. Donc, ma question, à qui? Pour la seconde fois, le dealer présumé est mis en cause. Après la nourrice, il s'agit maintenant d'un client. Donc vous preniez des combien? De 30 à 50 euros, 20, 30, 40, 50 euros pour mon anniversaire. Je lui ai acheté un 50 balles à mon anniversaire. Même si la quantité reconnue lui semble négligeable, l'enquêteur a obtenu ce qu'il recherchait. Un deuxième témoignage à charge contre Mathieu, le dealer supposé qui nie toute implication. Attendez, vous signez
Toujours pareil, les 4 premières pages en bas à gauche et la 5e sous votre nom. En théorie, l'homme risque jusqu'à 10 ans de prison, tout comme son dealer. En réalité, ce n'est qu'un simple maillon dans ce réseau. Mais son témoignage est essentiel. Il vient corroborer la thèse de la brigade des stupes. Mathieu serait bien au cœur d'un trafic très bien organisé. Le lendemain matin, 7 h. C'est la dernière journée de garde à vue pour Mathieu, le dealer présumé. Avec le nouveau témoignage que viennent de recueillir ses collègues, Jean-Claude espère enfin le faire craquer, alors qu'il a tout nié en bloc jusque-là. Concernant vos clients, les personnes à qui vous avez revendu des produits stupéfiants. Le 28 octobre 2013, les collègues effectuent une surveillance physique de à ce moment-là, se rendait chez vous. Il est resté quelques instants. Pouvez-vous nous dire quelle quantité de vous lui avez donné et quand il était chez vous? Je n'en avais pas donné. Il m'en prend jamais, quoi. Une nouvelle fois, la situation semble bloquée. Le dealer présumé refuse d'admettre qu'il sert son client. Mais Jean-Claude insiste. Donc il passe chez vous, donc c'est forcément pour prendre quelque chose, parce que sinon je vois pas l'intérêt. Normalement, il a obtenu ce qu'il voulait. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'il m'avait pris une barrette ou deux, peut-être. Pour la première fois depuis le début de son audition, Mathieu évolue dans ses déclarations. Il revendrait un peu, finalement. Est-ce l'effet de la fatigue, le stress de la garde à vue? L'homme commence à baisser la garde. Alors, l'enquêteur va s'engouffrer dans la faille, avec un seul but désormais, que le dealer supposé dénonce enfin son fournisseur, le gros bonnet du réseau, déjà arrêté par les douanes. Jean-Claude ignore alors que son suspect va lui faire des réponses déconcertantes sur la tête de pont du réseau. Quelle relation avez-vous avec lui? Vous le connaissez depuis combien de temps? C'est quoi? Ça fait 1 an à peu près. Qu'est-ce que vous avez comme relation avec lui? Il sort les poubelles de ma mère, les conneries comme ça. Devant une telle réponse, Jean-Claude ne bronche pas. Mais puisque Mathieu le prend un peu à la rigolade, le policier va rester dans le même registre, en lui faisant écouter une drôle de conversation entre lui et le fournisseur présumé de ce réseau, où il est question de chaussures. Ah, écoutez, là. Ouais, moi, je suis sûr que c'est la première fois. Tu le prends, tu fais là ou pas? Eh ben, je l'ai pas encore entamé. Si t'as quelqu'un, vas-y, prends-la. Alors, je ne sais pas ce que vous comptez faire avec les chaussures qu'il vous a prêtées, mais vous lui répondez que les chaussures, vous ne les avez pas encore entamées. Je ne vois pas ce que vous allez entamer dans une chaussure. C'est des chaussures là qui parlent. Nous pensons qu'il s'agit de produits stupéfiants. Cela est-il exact? Non. Si. Toujours non. Oui. Ça doit être ça. C'est? Ça doit être ça. Alors oui. Ça doit être ça. Elle a dit dedans. L'homme a cessé de rire. Au détour d'une phrase, il a fini enfin par céder. Il aura fallu 36 heures de garde à vue pour que les policiers obtiennent un début d'aveu. Mais le plus dur reste à faire maintenant pour Jean-Claude. Faire avouer au dealer présumé l'ampleur de son trafic. De quoi vous parlez là? Qu'est-ce que ça représente en quantité ces chaussures là? Ça devait être une plaquette. On part petit, hein, mais bon. On part au moins sur quelque chose. Une plaquette, l'équivalent de 100 grammes, une quantité bien inférieure au calcul des policiers, car souvenez-vous, lors des perquisitions, ils avaient saisi 3 plaquettes de résine de 300 grammes environ, chez la nourrice qui stocke pour le compte du dealer présumé. Manifestement, les quantités ne correspondent pas. Et 300, il y a 300 chez... C'est ce que je suis en train de vous dire. Ça arrive, donc il en ramène 2 ou 3. Mais des fois il en ramène une. Des fois, j'ai pas fini l'autre qu'il en a ramené une. Donc des fois, j'en ai une d'avance. Donc je stocke. Voilà, je fais ça. Il a dû me ramener 1 kg, 1,5 kg depuis le mois d'avril. Pas plus d'1 kilo? Bah, ça fait peu, hein. Bah ouais, mais vous savez, je suis pas... vous voyez les gens qui viennent chez moi, c'est des 10 balles, des 20 balles, c'est pas souvent. D'accord. Qui viennent 6 fois par semaine. En gros, 1 kilo, alors je pense qu'il m'a ramené en gros 1 kilo de résine de... 1 kilo de en l'espace d'1 an. Désormais, les policiers ont des aveux. Et avec les écoutes, voilà suffisamment d'éléments pour présenter leur homme à la justice.
Sans doute épuisé par ses heures d'interrogatoire, Mathieu va même jusqu'à se montrer reconnaissant vis-à-vis des policiers. Je voulais tout arrêter, j'en avais marre. Oui, et c'est... Ouais, franchement, ça me fait du bien qu'on m'arrête là, parce qu'au moins, ça va me débarrasser de tout ça. Fin de l'audition. L'homme est remis en cellule, en attendant d'être déféré devant la justice. Pour Jean-Claude, c'est une victoire à relativiser. Mais là, ça a quand même été costaud. Pour une banale histoire de chaussures, il a fini par reconnaître qu'il avait fait récupérer à son fournisseur une plaquette de 100 grammes de résine de... Bon, pour nous, c'est un point positif puisque ça fait le lien. Mais ça reste quand même des quantités très minimes. Mais alors, quelle serait la quantité réelle de stupéfiants vendus par Mathieu, le dealer supposé, avec l'aide de son fournisseur? Sur ce point, tout reste à démontrer. Non, bah, c'est pas mal par rapport à ce qu'on avait au début. Et puis c'est clairement établi. Ouais. Clairement établi. Là, il reste les auditions des clients qui peuvent, je pense, nous apporter gros. Donc c'est pour ça qu'on entend derrière les clients, pour justement démontrer l'ampleur du trafic qu'il faisait et du qu'il écoulait sur Limoges. Dans les locaux de l'hôtel de police, commence alors un véritable défilé. Près d'une vingtaine de consommateurs recensés par la brigade des stupes. Des clients qui vont devoir expliquer combien de stupéfiants ils ont acheté à Mathieu. Des hommes, mais également des femmes, des toxicomanes de toutes conditions et de tout âge. Je vais t'entendre conso, hein, d'accord? Des jeunes gens, mais également des quinquagénaires qui présentent bien. Et parmi tous ces consommateurs, l'un d'eux va donner aux policiers une information clé. Qu'est-ce que vous diriez? Que vous avez passé les 2 kilos? Mettons 1 kilo et 1 kilo que je l'ai fumé moi tout seul. Je pense avoir dépassé les 2 kilos d'achat. Un client qui achèterait au dealer 2 kilos de cannabis par an, voilà un témoignage qui change la donne pour la brigade des stupes. Mathieu aurait bel et bien minimisé son rôle. C'est excellent pour nous, puisque ça permet de démontrer que a largement minimisé son implication. En fin de compte, les quantités achetées et revendues sont bien supérieures à ce qu'il a dit. Je lui avais dit 1 kilo, on en est à 10, peut-être plus, on ne sait pas trop, entre 10 et 15, enfin bon. 10 à 15 kilos de par an, cela représenterait à la revente au détail entre 60 000 et 90 000 euros pour le dealer. Et le clou de l'affaire, c'est que ce revendeur ne se cantonnait pas au car certains clients affirment qu'il lui achetait aussi de la Tu en prends combien? À lui? Ouais. Oh, si je lui en ai acheté 2 fois, c'est vraiment le maximum. Ah ouais, 1 gramme à chaque fois? de la et plusieurs kilos de Les policiers de Limoges semblent avoir arrêté un réseau en pleine expansion. Et pour boucler leur enquête, ils doivent désormais s'attaquer au cerveau de cette organisation. Car en audition, Mathieu, le dealer présumé, a officiellement mis en cause son fournisseur. Reste à faire avouer ce dernier, un individu au sang-froid qui ne va pas se laisser déstabiliser facilement. L'homme est déjà dans les murs depuis son interpellation 3 jours plus tôt par les douanes. Alors Stéphane va le chercher à l'autre bout du commissariat. En 7. En 7 Pour l'audition? Ouais. Cette fois-ci, la tête de pont du réseau va devoir s'expliquer devant les stupes de Limoges. Allez, vous venez avec moi? Je vous remets juste les pinces pour monter. Pour le suspect, l'audition s'annonce difficile. Car souvenez-vous, il avait été arrêté avec 3 kilos de dans le coffre de sa voiture. Et c'est ce que va lui rappeler immédiatement Christian, qui va mener l'interrogatoire. On va commencer tout de suite par ça. Hop, voilà, donc... Regarde. Oh là. Regarde. Le 2, quand tu t'es fait arrêter, on a trouvé... il a été trouvé par les douaniers, 3 kilos 0,24 de résine de... C'était bien à toi? Oui. Ok, voilà, je te les représente. Donc c'est nous qui reprenons l'affaire. Donc
comme tu es impliqué dans le trafic de drogue, donc on s'occupe. Est-ce que vous connaissez le nommé? Est-ce que tu connais ou il faut que je te montre sa photo? Tu le connais depuis... Donc oui, tu le connais depuis combien de temps? Non, il y a pas longtemps. Je le connais parce que j'étais marié, après on a divorcé. Moi j'étais dehors, ça fait la vérité. Et lui, je le connais à rapport que j'ai l'envie de faire chez lui, c'est tout. Et des fois je passe chez lui pour boire le café. Une simple relation amicale et un endroit où il stockerait ses affaires, l'explication est un brin curieuse pour le policier qui n'y croit pas une seconde. Alors, il va entrer dans le vif du sujet. Avez-vous déjà vendu ou cédé moi je l'ai pas vendu, je l'ai rien donné. De la résine de ces personnes? Non, je l'ai pas vendu, jamais. Le fournisseur présumé, désigné par Mathieu, ne veut rien reconnaître. Alors, une fois de plus, le policier va sortir la pièce maîtresse de l'accusation, les écoutes téléphoniques, une stratégie qui a déjà fait ses preuves avec le dealer supposé. Il y a des conversations entre toi et... Tu vois, on reconnaît bien ta voix. Hop. Ouais, allô? Ouais. Je suis sûr que je te l'avais autrefois. Tu le prends? Tu le prends ou pas? Mais je l'ai pas encore entamé. Si t'as quelqu'un, vas-y, prends-la. Pourquoi il dit je les ai pas entamés? Je l'ai pas entamé. Ça se mange une paire de chaussures? Ça, j'ai pas compris qu'il a dit ça. Ah, moi je l'ai compris. Le responsable présumé du réseau nie en bloc. Alors Christian va le mettre face aux accusations de Mathieu consignées sur procès-verbal par ses collègues. Lui, il a dit que vous étiez venu récupérer une plaquette de... Quand ça? Ah ben il l'a dit. Voilà. Les taux se resserrent quand même. Hein. On va regarder tout ça. Il me restera jamais. Pas de problème. Voilà. Rien n'y fait. L'homme se tait. Sûr de lui, il veut même faire croire qu'il n'est qu'un simple consommateur, dépanné par Mathieu, le dealer présumé. Des fois, je pense à chez lui qui me dépanne pour filmer le soir. C'est vrai. Ah, parce que c'est lui qui te dépanne? Oui. Ah, mais non, mais là, c'est... Enfin, oui, c'est vrai. Ah, ok, pas de problème. Alors là, je vais même le marquer, tu vois. Okay. Donc, en fin de compte, non, c'est lui qui te dépanne. Des fois, mais pas... Voilà, que j'ai besoin pour filmer le soir. Quelle quantité? 3 jours ou 2 jours. Ouais, combien? Pour filmer, c'est ça? 3 joints par mois, alors que le dealer présumé a précisé que le suspect lui livrerait au moins 1 kilo de par an. Aux yeux des policiers, c'est très clair, il y a l'un des deux qui ment. Quel intérêt aurait-il à vous dénoncer si ce n'est pas vous? Alors qu'il serait plus facile pour lui d'avouer faire du trafic sans donner de nom. Ça serait beaucoup plus simple. Parce que, je sais pas, il a peur de notre gars. Mais non, mais il aurait dit, il donnait pas de nom, c'était nettement mieux pour lui. Ouais, mon nom, parce qu'il me connaît moi, parce que les autres, il a peur de eux, c'est tout. Il fait ça pour moi, voilà. Quoi. Non mais, ouais. Il a peur pour que, comme ça, il sort, ouais, c'est lui, c'est tout. Donc, il ment. Hein? Il ment, donc. Il ment, bien sûr, oui. Parole contre parole, c'est la fin de l'audition. Christian ne veut pas s'entêter. D'expérience, le policier le sait, les patrons à la tête des réseaux de stupéfiants nient en général toute implication. Mais pris la main dans le sac avec 3 kilos de résine de cannabis, l'homme risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement malgré ses dénégations. Après 96 heures de garde à vue, la brigade des stupes a suffisamment d'éléments probants pour déférer tous les mis en cause devant la justice. À commencer par le présumé petit revendeur, qui réside dans son hameau en pleine campagne. Il sera libéré sous contrôle judiciaire en attendant la suite de la procédure. Même chose pour celui qui ferait office de nourrice, qui pour quelques joints aurait accepté de stocker des stupéfiants chez lui. Mais pour Mathieu, le dealer présumé au cœur du trafic, la justice ne devrait pas se montrer clémente. Lui risque jusqu'à 10 ans de prison, comme son fournisseur supposé. Pour l'heure, les 2 hommes seront placés en détention provisoire en attendant d'être jugés. 6 mois d'enquête pour démanteler un réseau qui alimentait des consommateurs dispersés jusque dans les campagnes du Limousin.